Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un vice qui est quand même de beaucoup taper sur les flics. Vous allez mettre votre vie en jeu pour des gens qui, samedi d'après, vont vous jeter des pavés sur la tête. Les gens ont plus confiance en nous. Nous, on n'a pas confiance dans les gens. Le dialogue est rompu, et pour le regagner, ça va être compliqué. On a plus besoin de soutien dans le cadre des missions qui sont les nôtres que, une fois de plus, d'être stigmatisé. La France aime sa police et il serait temps qu'elle le montre. On pourrait la rassurer, la police. Je vais pas dire l'aimer un peu plus, mais oui, la considérer. Mon cher ami policier, je ne demande que ça. Mais il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu acceptes d'être filmé. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel, Michel sera en prison. On n'aurait jamais su. S'il n'y avait pas ces images, peut-être qu'on serait encore dans le déni et dans le mensonge. Ce qu'on sait de cette histoire, on ne la sait que par les images. Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit. 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Pourtant, la patronne de l'IGPN nie toute violence policière. Le rapport annuel de la police des polices, dans son éditorial, notre ambition première, c'est pas de contrôler, mais de valoriser l'institution. L'IGPN n'a pas fait son travail correctement car elle n'a pas contraint les policiers à remettre leurs armes dans le cadre de l'enquête. Les policiers qui ont massacré M. Zecler, ils étaient sûrs de leur impunité. La meilleure preuve, c'est que quand 16 policiers viennent après, ils regardent. Il va falloir que tu acceptes que justice soit faite, sereinement, loin des calculs politiciens et des émois de tes syndicats. On veut une justice qui fasse son travail, qui mette les gens qui doivent aller en prison en prison. Le problème de la police, c'est la justice. Enfin mettre fin au laxisme judiciaire. Il va falloir que cessent enfin les mensonges et les manipulations. Le préfet de police Didier Lallemand est sous le coup d'une enquête pour faux témoignages. Avec des preuves qui ont disparu comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violence policière. Sur les 5 policiers porteurs d'un lance-grenade, aucun n'a reconnu son implication. Le nombre de dossiers que nous voyons, avec des procès-verbaux qui ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé, est extrêmement élevé. Il va falloir que tu acceptes de ne plus fermer les yeux sur les actes criminels et délictueux de tes frères d'armes. Sinon, comment peux-tu ? Comment peux-tu faire respecter la loi si tu la bafoues si souvent ? Des policiers soupçonnés d'avoir menti. Elle a essayé de casser le téléphone de Cédric pour effacer les preuves qu'il pouvait y avoir dessus. Ils ont tous essayé de camoufler un meurtre. Les policiers avaient fabriqué en fait des faux coupables, avaient rédigé des faux procès-verbaux. Comment peux-tu lutter contre les discriminations si tu les pratiques au quotidien ? Bouilloul, négro, bico, dit régulièrement, ouvertement, entre collègues, dans l'enceinte du commissariat. Dans le hall de la gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés, 82% des contrôles. Bon boula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Comment peux-tu protéger les faibles si tu es au service des forts ? Ces armes ne sont pas des armes de défense, ce sont des armes qui mutilent et qui blessent. En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. Ce système de maintien de l'ordre, cette pratique du maintien de l'ordre, c'est un choix politique du gouvernement. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions.
Comment peux-tu protéger une population sans la moindre empathie pour elle? J'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper, contrôler, mépriser, insulter. Ici on est dans un état de droit, c'est la République française. On contrôle le police, on se tait et on obéit. Point barre. Il se penche, il récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Tourne-toi, mets les menottes. Tourne-toi, rentre terre, rentre terre. C'est retendu, hein. Bien joué. Ouais. Ok, bâtard. Cassez-vous maintenant. Voilà une classe qui se tient sage. Il faut dire que tu n'es pas aidé. Le travail de prévention que vous faites est très utile, mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Il y a un besoin d'autorité, d'ordre exprimé par les Français. Moi j'aime l'autorité, j'aime l'ordre. Et moi je ne supporte plus ce qu'on voit aujourd'hui. Des violences policières en France, c'est un mensonge. Il ne faudrait pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce que nous demandons, la police nationale et moi-même parlant en son nom, c'est que ceux qui nous demandent de maintenir l'ordre ne nous en discutent pas les moyens. Il serait temps que tu comprennes que ces calculs politiciens, ces manipulations syndicales n'ont pour unique but de les servir et de t'éloigner de ceux que tu es censé protéger. Cette population à laquelle tu as oublié que tu appartenais. Voilà une classe qui se tient sage. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Hein. Moi je suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir.
Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié 7 fois « J'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Il n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Our people are being murdered. Mon frère a été tué ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés, les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Enough is enough. And there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière, il n'y a jamais eu d'accident, alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. Cette logique de mensonge et de déni qui succède aux violences policières dans ce pays est totalement insupportable. Charge the cops. Do your job. Comment rendre hommage à Cédric si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous? Faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée.
La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Deuxième stream de la journée, deuxième stream dominical. Amis d'Au-Post, amis du café, amis de la police. Bonsoir. C'est l'heure des embouteillages. Ce matin, c'était l'heure de la messe. Je crois avoir vu Pierre dans les parages. Ça fait longtemps que Pierre n'était pas là. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour, bonjour au modo, bonjour à tout le monde, bonjour Canette, bonjour Glodioman, bonjour Pierrot, donc... Bonjour Ramon Azarat, Uzest cet été. Bonjour à Kata Raxi, bonsoir à tout le monde et bonsoir et faites gaffe pas à pas, demande après la messe, les vêpres. Dadao, recoucou, et oui, voilà. Alors on va... C'est une garde à vue littéraire absolument. On va continuer la lecture de cet ouvrage de Paul Rocher, Que fait la police? Paul qui sera avec nous demain matin. Merde, j'ai oublié mon stabilo. Faut que j'aille le chercher. On va finir la lecture de cet ouvrage. Il est demain avec nous. Paul Rocher, il est demain avec nous. Le livre sort le 9 septembre. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans... Comment dirais-je, dans l'exclusivité la plus exclusive, quoi. Voilà, Pierre sera là. Paul sera là. Paul sera là demain à 9h. D'ailleurs, il vient de tweeter. Il est fou. Qu'est-ce qu'il a tweeté? Paul Rocher. Donc, on a commencé à lire son ouvrage déjà il y a 2 jours. On l'a pas mal lu ce matin. On a fait 3 heures de lecture. Là, on va terminer. Paul, voilà ce qu'il a tweeté tout à l'heure. Il est fou. Une convocation qui fait plaisir. C'est demain à 9h. Ah, mon micro est super bas ce soir. Alors, j'ai baissé le gain. Et là, il devrait être plus haut. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Ton micro est super bas. Volume ce soir. Là, ça devrait être mieux. Ma chère Auriel, si tu peux me dire. Donc, une convocation qui fait plaisir. C'est demain à 9h. Pour parler de mon nouveau livre, Que fait la police, qui paraîtra le 9 septembre au Poste. Voilà, Paul qui a tweeté. Alors, il y a plein de gens qui tweetent, et figurez-vous que grâce à la Glodio app, maintenant, je peux récupérer vos messages dans le chat et les balancer au... combien il y a d'abonnés en ce moment? David Machin, là. 135 731. Donc faites gaffe à ce que vous racontez, parce que par exemple, ça peut se retrouver comme ça, vous voyez, dans le chat. En direct au Poste, Petit Dragon Vert de Rage réagit. Encore un stream aujourd'hui? En interrogation. Stream du dimanche, stream embouteillage, revue du web, lecture et police totale. Rejoignez-nous sur Twitch TV/DavDuf, rubrique talk show et podcast. C'est extraordinaire. C'est Glodioman qui a fait ça. Voilà, donc maintenant je peux sélectionner les petits messages dans le chat
et je récupère 2-3 données, clac, 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 clac. L'algorithme, le Glodio algorithme carbure l'affaire et ça se retrouve sur Twitter. Ah, vous n'êtes pas dans la merde. Alors, comment faire pour être averti par mail des streams sauvages ou pas sauvages? Alors, la Béline, les streams qui ne sont pas sauvages sont dûment déclarés en préfecture. En fait, le gris, il y a beaucoup de bruit, on dirait. Il y a beaucoup de bruit là. Peut-être qu'il faudrait que je monte l'image. Donc, il y a une mailing list dont Oriel va te donner. Je ne sais pas si Oriel est dans les parages en fait. Si elle est là, elle est pour les humains. Oriel est là. Ah voilà, non, j'avais pas assez augmenté l'image. Donc, il y a une mailing list que d'ailleurs j'envoie tous les dimanches. Tous les dimanches matin, j'envoie la newsletter à peu près 1000 personnes. Ça reprend les articles que nous mettons en ligne qui annoncent les streams de la semaine qui suit. Ce sont des articles qui sont sur mon site et d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup. On va lancer à un moment donné un sondage assez long, si on peut le laisser la durée assez longue, mais on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde pour savoir en fait comment vous êtes au courant des streams. Donc il y a une mailing list que j'envoie le dimanche, puisque au fur et à mesure de la semaine, dès qu'il y a des invités, on les cale. Sinon, il y a les convocations sur Twitter, il y a l'agenda sur Twitter, sur Twitch. Et pour ce qui est des streams sauvages, en fait, il n'y a pas d'autre solution que d'activer vos notifications. Ah, toujours trop bas. Et alors là, je monte encore. Voilà, normalement, ça devrait être mieux. Je recommence ou pas? Non, c'est bon. Ah non, Mastodon, non, arrêtez. Déjà, on fait notre maximum, vous vous rendez compte là? Il y a Twitter, il y a Twitch, il y a Peertube, il y a YouTube, il y a énormément de podcasts, hein, puisque les émissions, là aussi, c'est grâce à Olivier, on arrive à prendre les émissions et à les mouliner de sorte que ça se retrouve sur les plateformes de podcast principales. Bah, voilà, on peut en faire partout. Voilà. Moi, c'est la notif qui fonctionne le mieux. Tant mieux. Nouveau mème. Vous allez me dire s'il fonctionne. Vous allez me dire s'il fonctionne, ce nouveau mème. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Un mème réalisé il y a quelques instants encore par Claudioman. Il est incroyable ce Claudioman. Les convocations arrivent par Twitch et Discord pour moi. Oui, il y a aussi Discord, voilà. Moi, c'est la notif téléphone qui fonctionne le mieux. Tout frais celui-là, il est tout frais. Il sort du four de cet après-midi. J'imagine que vous êtes en train de vous faire à manger pour ce soir et peut-être pour la semaine. N'hésitez pas à donner vos recettes, puisque il faut quand même qu'on se détende vu qu'on va passer une petite heure, j'imagine, à finir la lecture de Paul Rocher. Que fait la police? Paul sera avec nous demain, donc c'est essentiel, chers amis, que vous soyez là. Voilà, notif, appli, tel plus tweet. Ah ben voilà, ça c'est sérieux. Est-ce que ça a commencé? Ah ben ça a commencé. Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. J'étais à râper des légumes pour faire des galettes. Est-ce que c'est mieux le son? Parce que là, j'ai vraiment augmenté le son. Hein. Je peux monter encore, hein, si vous voulez. Toujours trop bas. Oh, mais c'est quoi ce bordel? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors attendez, peut-être que... Excusez-moi. Hein. Peut-être... Non, mais là, ça devrait être bon, là, non? Parce que j'ai peur que ça ploppe après. Hop. Les alertes sont plus fortes que ma voix. Bah, c'est quoi ce bordel? Attendez. Alors, ici... Voilà. Le Yeti. Micro Yeti. Filtre. Gain. Ok, alors je vais mettre un peu plus de gain. Et... Là, c'est à fond. Hein. Je peux en mettre plus, mais ce sera logiciel. Merci beaucoup. Je t'entends bien. Merci, Musi.
Son parfait sur Twitch. Ah bah merci, c'est ton micro, pas les alertes. Volume référence de base, régie. C'est ton micro, pas les alertes. Merci la notif application à Twitch smartphone. Chez moi aussi, les alertes sont plus fortes que ta voix. Toc, ah oui, et en effet, ouais, non, je vois que c'est pas très fort là. Ah oui, je vois que c'est pas très fort. Alors attendez. Et là, est-ce que c'est mieux là? Oui, ça devrait être mieux là. Là, ça devrait être mieux. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Je peux encore monter. Et après, j'ai peur que ça aille trop loin. Alors, je vais aller chercher mon petit stylo parce que ce stylo me sert à noter des choses. J'ai déjà préparé l'entretien de demain grâce à notre lecture de ce matin, d'hier et d'avant-hier. Monte encore? Non mais attendez, là, c'est pas possible. Là. Montez-vous le son. Montez-vous le son là. Bon, je veux bien monter, mais... Ok, allez, je monte encore ici. D'accord. Moi qui ai fait de mettre là. Attendez. Toc, toc, toc. Est-ce que c'est mieux ici? Est-ce que c'est mieux ici? Bon, ces streams sauvages, ils sont aussi faits pour ça, hein, pour régler un petit peu les notes. Je t'entends très bien comme ça. Vous voyez? Bah, pour tester une alerte, allez-y, hein. Il suffit de vous abonner ou de lancer un point de chaîne, ou mieux, de faire un don. Teste une alerte pour voir, ils sont marrants. Non, là, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. On a encore fait des essais de son tout à l'heure. Ah, attendez, bougez pas. Attendez, j'ai peut-être trouvé d'où ça vient. Excusez-moi. Attendez. Oh là là, ça y est, c'est là. Vous faites gaffe? Faites gaffe à vos oreilles. Regardez bien. Et là, est-ce que c'est mieux là? Là, ça devrait être mieux. Mais là, sauf que là, ça devrait saturer. 1, 2, 8. Ça marche là? Ah, voilà. Ok. Bon, bah c'est Robin. Ah non, là, c'est trop fort. C'est Robin qui a déconné. C'est nickel. Ok. Attendez. Je baisse un petit peu ici pour pas qu'il y ait de... C'est un peu plus fort. Salut David, on t'entend très bien. Seules les commandes sont réglées fort, environ 15% en plus. Donc ça c'est les blurps peut-être. Je vais les baisser. Allez-y, lancez un point de chaîne pour voir. Beaucoup mieux et ça ne sature pas. Voilà, mieux. Ok, excusez-moi. Est-ce que mieux est l'ennemi du bien ou est-ce que c'est bien? Mais ça va. Yann, assassin. Est-ce que c'est mieux là? Ok. Parfait. Ok. Hop, ok. On va prendre la lecture. Ah, merci Davilou. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, un abonnement. Ça a l'air nickel là. Voilà. Ok, excusez-moi. Ok. Donc, chers amis, je reprends. Nous allons terminer la lecture de l'ouvrage de Paul Rocher, économiste bien connu de nos services, qui avait rédigé il y a 2 ans maintenant Gazer, mutiler, soumettre aux mêmes éditions La Fabrique. Et qui récidive le 9 septembre. Donc là, c'est quelques jours en avance. Je vous fais un peu de lecture. J'envoie un message à caractère promotionnel, juste le temps de pouvoir aller chercher mon surligneur et je reviens tout de suite.
Donc, elle était en double. Bon, je changerai ça tout à l'heure. Allez, là, il serait temps de démarrer. Que fait la police? Si vous le voulez, j'ai trouvé tout à l'heure, en préparant l'émission de demain, une petite vidéo introductive de la part de Paul. Elle dure 2 minutes. Je vous propose de vous la montrer. Elle introduit le livre. Comme ça, pour ceux qui ont suivi la lecture des quelques chapitres tout à l'heure et hier, eh bien, ça rafraîchira la mémoire. Et pour les autres, ça va vous permettre de savoir de quoi il s'agit. Voici Paul Rocher, qui sera au poste demain matin et qui présente que fait la police et comment s'en passer. Ah oui. Présente dans le débat public. Pourtant, ce débat est largement biaisé puisqu'il repose sur des idées préconçues, stéréotypées sur la police qui ne sont pas étayées par la réalité. Face à l'augmentation des discriminations et des violences policières, il est urgent de comprendre l'institution policière. C'est précisément l'objectif de « Que fait la police ?» et comment s'en passer. Ce livre propose 3 arguments force. Premièrement, aujourd'hui, la police exerce une emprise totalement inédite sur la société française. Alors qu'on entend souvent que la police manque de moyens, que si la police est violente, c'est parce que la société est plus violente, il s'avère, comme je le montre dans mon livre, que ces affirmations ne sont pas du tout confirmées par les données. Les données montrent au contraire une emprise totalement inédite, des dépenses toujours croissantes pour la police, au point où la société française est de plus en plus fortement pénétrée par la police, qu'on assiste à une véritable réorganisation autoritaire du pays. Le deuxième argument fort, c'est que la police est organisée contre l'immense majorité de la population. Quand on revisite l'histoire de la police française, à partir d'un point de vue des transformations sociales... Ça, c'est ce qu'on a vu notamment ce matin. Il s'avère que la police a été créée tout d'abord contre l'immense majorité des travailleurs salariés. Et aujourd'hui encore, l'institution policière est très particulière. Elle est extrêmement soudée en interne. Elle produit des agents avec un goût pour la violence qui ont, par ailleurs, un regard très méfiant, voire hostile, vis-à-vis de la majorité de la population. Il s'avère, dans ces conditions, à partir des spécificités de l'institution policière, que toute amélioration, toute réforme semble impossible. Le troisième argument force du livre, c'est que la gestion de l'ordre sans police est possible. Pour esquisser, pour montrer la possibilité d'une organisation sans police, le livre mobilise les exemples récents de l'Afrique du Sud et de l'Irlande du Nord, où d'autres principes organisationnels que ceux de la police ont présidé à la gestion de l'ordre. Donc en allant au-delà des discussions sur le définancement de la police et des stratégies actuelles sur l'abolition de la police, ce livre propose concrètement des pistes pour un ordre social sans police. Voilà, donc Paul est là demain avec nous pour nous parler de son ouvrage. Et là, je vous propose qu'on continue donc la lecture. Page 177, l'ordre sans la police. Comprendre la police comme institution moderne de perpétuation d'un ordre social profondément inégalitaire soulève la question de l'existence d'autres façons d'organiser l'ordre en société, de garantir la sûreté. Or, souvent, la curiosité se heurte à une fin de non-recevoir qui suit plus ou moins le même schéma.
Ce dernier procède de la création d'une opposition binaire entre la police publique de la France moderne et les milices privées de l'Ancien Régime. Puisque, on l'a vu, avant la police nationale et la police dite moderne, à partir du 18e, 19e siècle, il y avait ce qu'on appelait des milices bourgeoises ou villageoises. En définissant les termes du débat de telle sorte, son issue est déjà largement prédéterminée. Face à l'Ancien Régime, la police moderne paraît intuitivement préférable. Dans ses versions les plus banales, cet argument est censé clore le débat avant même qu'il n'ait commencé. Puisque la police moderne est mieux que les bandes armées du passé, rien ne sert de la critiquer. Il faut accepter la situation telle qu'elle est et s'estimer heureux de ne pas vivre dans la France féodale. Une version plus sophistiquée du même argumentaire a récemment été donnée par la philosophe Hélène Lelier. Sollicitée pour analyser le débat contemporain... attendez, est-ce que le point est fait? C'est bon pour vous? Ouais, là c'est mieux. Hein. Ah, petite information pour Glodioman, les liens ne passent plus dans notre chat de la Glodio app. Je veux dire, je les vois même pas. Par exemple là, je n'ai pas vu le dernier message qui a été envoyé, je pense. Ah ouais, c'est les commandes en fait. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Ok. Le débat contemporain sur la police et ses violences à répétition, elle offre la réponse suivante. 2 points, ouvrez les guillemets. C'est l'idée de tiers institutionnel qui est en crise aujourd'hui. La police doit être un arbitre qui s'interpose entre les partis qui s'affrontent dans la société. Or, aujourd'hui, dans le débat commun, la police est devenue un camp. Il faut être pour ou contre. Par exemple... marche plus. Bon, là, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Parce qu'il a fait Robin, là. Je le remets. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Il faut être pour ou contre. Non seulement ça ne rime à rien, mais c'est très dangereux. D'abord, on ne peut pas être contre la police. Toutes les révolutions ont commencé par instituer des polices. Même la Commune de Paris a eu sa commission de sûreté générale. Absolument. Il y a un communard célèbre qui deviendra même le préfet de police de Paris de manière provisoire. Toutes les révolutions, dit-elle, ont commencé par instituer des polices, même la Commune de Paris a eu sa commission de sûreté générale. La violence légitime dont la police est garante, bon, il y a eu des films là-dessus, hein, c'est pas garante, bon, est extrêmement importante car elle doit nous protéger de la violence illégitime, la violence privée. S'il n'y a pas de police, il y a des milices. À la différence de la version banale, écrit Paul Rocher, ici, le fonctionnement actuel de la police apparaît critiquable, mais on ne peut pas questionner la police en tant que telle. Ne pas interroger la substance de la police conduit l'auteur à postuler sa neutralité vis-à-vis des classes et groupes qui composent la société. Pourtant, les révolutions sont l'illustration en acte du caractère de classe des forces coercitives. C'est précisément pour ça qu'un certain nombre de révolutions ont d'abord dû affronter les armées de l'ordre qu'elles visaient à remplacer et qu'en cas de victoire, elles ont cherché à les remplacer par une nouvelle manière de gérer l'ordre public. Mais pour comprendre le dépassement de la forme police, encore faut-il avoir une compréhension précise de la police, écrit Paul Rocher, qui n'est pas simplement une négation des unités armées féodales. Faute de quoi on assimile toute alternative à des milices privées, pré-modernes, qui exerceraient une violence illégitime. Cette assimilation de toute pratique extra-policière, de l'ordre aux milices privées de la société féodale, rappelle l'observation de Karl Marx à propos de l'incapacité de ses contemporains à comprendre en quoi la Commune de Paris se distinguait d'autres formes d'organisation politiques antérieures. C'est en général le sort des créations historiques entièrement nouvelles d'être prises à tort pour la réplique des formes plus anciennes et même éteintes de la vie sociale avec lesquelles elles peuvent offrir une certaine ressemblance. Ainsi, on se méprise sur cette nouvelle commune qui brise le pouvoir d'État moderne qu'on assimila à une réplique des communes médiévales. Plus qu'une remarque circonstanciée, Marx nous donne ici... Rocher, il est très marxiste.
nous donne ici, me semble-t-il en tout cas, c'est ce que je comprends de sa lecture. Plus qu'une remarque circonstanciée, Marx nous donne ici un conseil méthodologique qui permet d'éviter de tomber dans l'opposition binaire entre le présent et le passé. Il incite à sortir d'un cadre prédéfini pour interroger un phénomène par son éventuel caractère novateur, car à assimiler trop hâtivement des phénomènes nouveaux à du déjà vu, on se prive de la possibilité de reconnaître la véritable nouveauté, d'identifier le potentiel de transformation qu'elle contient. Concernant les questions de police et de justice, le criminologue américain Raymond G. Michakolsky souligne le caractère fallacieux de cette opposition binaire. La substitution de la justice populaire par la justice d'État est généralement présentée comme la seule alternative viable au règne de la foule et au vigilantisme. Toutefois, opposer la justice d'État à la justice vigilante. Est-ce que je l'ai encore? Non, je n'ai plus l'autocollant. Il y a un voisin vigilant. Sympa. Vous êtes là les amis, ça vous plaît? Ça vous intéresse? Je continue? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue les amis? Bien sûr, oui, ok. C'est cette dernière option Toutefois, opposer la justice d'État à la justice vigilante est une fausse dichotomie qui obscurcit une troisième alternative. Cette alternative, ce sont des formes organisées, communautaires de la justice populaire. C'est cette dernière option qui est l'objet de ce chapitre. Des pratiques d'autodéfense populaire à l'échelle communale qui associent étroitement le contournement de la police et la mise en place d'une nouvelle régulation de l'ordre public ont notamment vu le jour en Irlande du Nord et en Afrique du Sud. Alors, je découvre avec vous le chapitre de Paul Rocher. Je suis comme vous très intrigué par ce qu'il va dire. Car, par exemple, pour ce qui est de l'Irlande du Nord, de l'Afrique du Sud, on ne peut pas tellement dire que c'est un pays sûr. Plusieurs milliers d'homicides par an, autant de viols, voire plus. On va voir. Ces deux expériences sont particulièrement riches d'enseignements en ce qu'elles ne se sont pas contentées de contester les violences et discriminations policières. Elles ont franchi un seuil en contournant activement et durablement la police pour élaborer un ordre collectif à visée égalitaire. De ce point de vue, elles dépassent à la fois d'autres expériences plus éphémères d'ordre public assurées par des gardes ouvriers, comme lors de la grève générale de Seattle pendant les conseils ouvriers autrichiens en 1919, à l'occasion de la révolution sandiniste au Nicaragua en 1979, ou encore les pratiques de surveillance de la police et parfois de gestion de l'ordre local mises en œuvre par les Black Panthers dans les années 60-70. Si ces exemples des mouvements ouvriers et antiracistes méritent sans doute un examen attentif, ce chapitre s'intéresse au mouvement de libération nationale qui semble se distinguer par la mise en place d'un ordre sans police ni tribunaux étatiques à la fois général et relativement pérenne. Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors on peut pas couper parce que c'est pas possible. Les comités de rue en Afrique du Sud. Jusqu'à son renversement en 1990, le système de l'apartheid érigeait le racisme en raison d'État en Afrique du Sud, codifiant l'inégalité des citoyens devant la loi. Pour la population noire, cela signifiait une exposition forte aux violences et discriminations policières. En même temps, les Noirs n'avaient qu'un accès très limité à des services comme les banques, les assurances, la santé, la puriculture ainsi que le soutien aux personnes âgées et sans emploi. L'État sud-africain était aussi notoirement indifférent vis-à-vis des violences dans les townships, ces quartiers pauvres où devait résider la population noire.
privation des droits, privation de sûreté et privation matérielle étaient indissociables et imbriqués. Au vu du traitement qui lui était réservé, la population noire n'était pas particulièrement encline à coopérer avec l'État, et encore moins avec ce service de l'État qu'elle rencontrait le plus souvent et qui incarnait toute l'injustice de l'apartheid, la police. Cette configuration, combinant l'opposition à la police d'une part et le besoin persistant d'ordre d'autre part, était propice à l'expérimentation de nouvelles pratiques de gestion de la sûreté. Contourner l'État. Les premières manifestations populaires d'organisation de l'ordre sans la police apparaissent dans l'Afrique du Sud des années 40 et 50 avec l'émergence de gardes civiques, c'est-à-dire des groupes plus ou moins liés à l'ANC, le Congrès national africain, ou au Parti communiste. Oh, les communistes. Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. Dès les années 70, cette mise en cause pratique de la police se trouva associée à une réflexion sur la justice. La population des townships commença à mettre en place des tribunaux nommés Magolta, qui s'inspiraient d'une pratique antérieure de justice et visaient à résoudre des conflits tout en réconciliant les personnes impliquées. La réconciliation devait assurer la continuité de la communauté locale au-delà des conflits ponctuels. L'objectif du maintien de la cohérence du groupe s'incarnait aussi dans les porteurs de ce système de gestion des conflits. Les Magotla accordaient en effet une place privilégiée aux hommes âgés qui pouvaient être perçus comme les meilleurs représentants des intérêts collectifs. En même temps, leur place privilégiée avait tendance à biaiser les décisions vers des interprétations conservatrices. Le recours au Magotla constituait donc une tentative d'échapper à une organisation policière et juridictionnelle, les deux n'étant pas nécessairement séparés, considérés comme injustes tout en reproduisant des rapports de domination fondés sur l'âge et le genre. Rétrospectivement, ce n'est toutefois pas le penchant conservateur de cette organisation qui a laissé des traces. Sa seule existence a démontré qu'un contournement des appareils policiers juridictionnels racistes était possible. La justice réparatrice comme chez les aborigènes canadiens, nous dit Pimi. Les amis, je vous le dis, Uriel vient de nous envoyer un message dans le canal secret de l'application. Considérant que vous êtes fort sage, elle va continuer à cuisiner, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de modération. Donc, à vous d'être à la hauteur de la lecture de ce que je suis en train de vous dire. Hein ? C'est-à-dire une auto-organisation. Hein ? Ah, donc nous allons, Uriel met en place, séance tenante, ce que Rocher est en train de nous raconter. Donc faites gaffe. Ah, le sbeul, ça y est tout de suite. Ça y est. Mais c'est complètement dingue, c'est complètement... Je rappelle que, au moment... Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Continue. Donc Uriel va qu'à ses occupations culinaires. Déon nous dit la justice réparatrice du Canada, mythe à 100%. J'aimerais bien que tu nous dises pourquoi. C'est à partir d'une critique de la morale conservatrice des Magotla
pardon pour la prononciation, et du fait qu'un certain nombre de ses responsables participaient aux institutions publiques de la ségrégation raciale sud-africaine, qu'une nouvelle génération de résidents des townships a entrepris de revoir l'organisation de l'ordre et de la justice tout en conservant leur nature autonome, garante de leur caractère populaire et antiraciste. Dans les années 80, les Makgotla ont graduellement été remplacés par des tribunaux du peuple et plus tard par des comités de rue. Ces instances entretenaient des liens explicites avec le mouvement de lutte contre l'apartheid, alors en pleine effervescence. Elles étaient organiquement associées à la colonne vertébrale de la résistance populaire. Comme le soulignent les chercheurs Rebecca Lee et Jeremy Sickings, les tribunaux étaient de plus en plus vus comme une composante intégrante du pouvoir populaire dans les zones libérées de l'autorité de l'État de l'apartheid. Rapidement, plus de 400 tribunaux du peuple ont vu le jour à travers tout le pays. Cette montée en puissance allait de pair avec un rajeunissement et une féminisation de l'institution. En raison du lien organique entre les approches populaires de la sûreté et de la justice d'un côté et le projet révolutionnaire de renverser l'apartheid de l'autre, l'hostilité de l'État envers les tribunaux était manifeste. Et pour cause, il faisait partie intégrante de la guerre du mouvement mené... J'ai l'impression que ça s'excite dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je regarde ce qui se dit. Merci Déon pour les précisions. Merci. Merci le chat. Merci le chat. Pour ceux qui déboulent, on est en train de lire Que fait la police et comment s'en passer de Paul Rocher avant de le recevoir demain matin à 9h. C'est les nouvelles méthodes coercitives d'Opost. Plutôt que de lire tout seul les bouquins de mes invités, parce que ça c'est pour moi essentiel de respecter les invités, donc de se renseigner, de lire leurs ouvrages, de voir leurs films, etc. etc. Plutôt que de le faire tout seul, je me suis dit tiens, pourquoi on le ferait pas en direct. Alors après, vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, s'il faut le faire comme ça, différemment, etc. Mais enfin moi ça me plaît, j'avoue ça me botte un peu. Un autre café? Oui. Cette fois non, je peux en avoir un café cette fois. En raison du lien organique entre les approches populaires de la sûreté et de la justice d'un côté et le projet... non, ça j'ai déjà... excusez-moi. Tac. C'est aussi ce qui explique pourquoi cette expérience de gestion populaire de l'ordre public et du conflit n'a pas été considérée comme dépassée avec la fin de l'apartheid. En effet, la lutte pour la justice ne se résumait pas au renversement de l'apartheid. Des organisations alliées à l'ANC ont donc commencé à envisager le rôle officiel que pourraient prendre ces institutions dans la nouvelle Afrique du Sud. En dépit de rapports tendus avec l'État post-apartheid, les comités de rue ont pu garder leur caractère populaire à certains endroits. À titre d'exemple, au tournant du millénaire, dans une ville de 100 000 habitants, comme Guguletu, la quasi-intégralité des rues, 95%, avaient un comité de rue et une majorité solide d'environ 60% des habitants se rendaient à ces réunions. Le comité est le lieu privilégié pour prendre en charge une panoplie d'affaires diverses. Conflits de voisinage, violences domestiques, vols, différends avec des employeurs, créditeurs et marchands. Il prononce des sanctions avec l'ambition de s'éloigner de la punition corporelle, favorisant d'autres mesures telles que des actions de compensation et de restitution aux victimes, des excuses et des amendes. En cas de conflit grave, le comité peut prononcer la réduction ou la suspension de l'accès aux services mis à la disposition par la commune, comme les clubs d'épargne collective, le crédit, voire l'expulsion du quartier. Ouais, donc là, oui, ça explique aussi peut-être pourquoi il y a du monde. Il n'y a pas que la justice, il y a aussi tout un tas de services, d'avantages. Merci Boomers d'Armor, très bonne idée de lire avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi.
dans l'ensemble, selon... Une sanction particulièrement sévère, au vu de la priorité accordée au fonctionnement harmonieux de la communauté, dont dépend toute la population locale, pour l'expulsion du quartier. Dans l'ensemble, selon une enquête, la population est très majoritairement satisfaite de la manière dont les comités traitent ses préoccupations. 69% des interrogés estiment que le comité fait bien son boulot et 18% ne savent pas ou pensent qu'il fait partiellement bien son travail. Cela ne laisse que 13% de non-satisfaits catégoriques. La réussite de ces structures extra-étatiques repose en particulier sur une communauté bien établie et animée par une cohésion sociale forte et un sentiment d'appartenance commune largement partagé. En d'autres termes, alors attendez, parce que sinon il y a une autre possibilité, attendez, il y a une autre possibilité, vous allez me dire, on fait des tests en ce moment, on fait des tests, hein, c'est la saison 4 qui démarre, on change tout, bon bref. Si je vous le lis comme ça, par exemple, c'est-à-dire je ne vous montre pas le livre, mais que je le lis ici, est-ce que c'est mieux? Vous allez me dire, attendez, merde, En d'autres termes, le fonctionnement des comités suppose un certain équilibre urbain. Lee et Seekings précisent d'ailleurs que le soutien est probablement plus faible dans les quartiers résidentiels récemment construits. Bien que l'implication à Guguletu soit singulièrement élevée, il est notable que dans le reste du pays aussi, une partie non négligeable de la population participe et soutient ces formes d'ordre et de justice et pratique par là une mise en cause quotidienne de l'État. À ce titre, la légalité officieuse, pour reprendre les termes que le sociologue du droit Boaventura de Sousa Santos a employé dans sa thèse soutenue en 1973 à l'université de Yale, constitue un des seuls instruments immédiats, ouvrez les guillemets, pouvant être utilisés par les classes urbaines opprimées pour organiser la vie collective, améliorer la stabilité des quartiers et, par conséquent, maximiser la possibilité de résistance contre l'intervention des classes dominantes, en augmentant le coût politique d'une telle action. Ah, Camille préfère avec la vue sur le livre. Alors, sorcière, on posera la question à Paul demain. Alors, j'ai l'impression que ça... Vous préférez quand le livre est visible. Ah, je lance un sondage. Ok, je lance un sondage. Alors, lecture avec livre, sans thé de la police. Hop, sondage commencé. Ah oui, j'aurais dû... Ah merde, j'aurais dû mettre les deux. Ouais, c'est une bonne idée, Strega. Bon bah, thé de la police, c'est les deux. Ok, pour le sondage. Thé de la police, c'est les deux, en fait. Alors, je continue. Pilier d'une institution populaire. On peut reprendre l'exemple de Guguletu pour rendre plus tangible le fonctionnement de la sûreté et de la justice populaire. Loin de la caricature d'actions spontanées effectuées par une foule animée par la violence aveugle, l'activité des comités de rue repose sur une structure bien organisée et un ancrage indispensable dans la communauté locale.
Composé de 10 membres nommés au consensus en réunion publique, le comité de rue est l'unité de base de la justice populaire. La rotation des fonctions et d'usage et la durée moyenne de service y est de 3 ans. Cela signifie qu'une part considérable de la population locale doit être prête à participer. Un tel fonctionnement roulant a en retour des effets sur les personnes impliquées. L'impossibilité d'y mener une carrière constitue un frein aux logiques d'appareil qui placent la reproduction du comité au-dessus de sa propre raison d'être. En outre, le comité n'attire pas, ou moins, les profils motivés par le pouvoir de coercition puisque toute violence illégitime pourrait être sanctionnée au plus tard au terme d'un mandat relativement court. La vie des comités est rythmée par des réunions courantes toutes les semaines ou 2 semaines. Des réunions plus larges avec la communauté locale se tiennent régulièrement mais à un rythme moins soutenu. En principe, les comités de rue sont chargés d'un quartier particulier, mais des coopérations entre différents comités sont mises en place dès lors qu'un différend concerne une zone plus large. Le caractère populaire des comités de rue ne vient pas uniquement des critères de participation, mais aussi de la procédure de prise de décision, les deux étant intimement liés. Ah, les sous-titres en même temps. Ouais, il y a comment ça s'appelle, Caption, je sais plus comment ça s'appelle, mais visiblement, je crois que ça marche surtout pour les trucs anglais, quoi. Alors, je vous laisse voter. Ainsi. Les réunions ont lieu dans les quartiers, c'est-à-dire à proximité des plaignants. Le langage est compréhensible par la population et les règles de procédure sont largement connues. Ainsi, la prégnance de facteurs rendant l'accès à la justice difficile pour la classe populaire est réduite. Concernant les violences domestiques, les chercheuses Hélène Cambric et Lilian Schwenwy soulignent que les comités de rue fournissent des réponses plus adaptées que la justice étatique au bénéfice des femmes pauvres en particulier. Tiens là, il y a par exemple, au bénéfice des femmes pauvres en particulier, je voudrais savoir si le micro il pop. Est-ce qu'il pop quand je lis, pas quand je fais le con, mais quand je lis, est-ce qu'il pop? Non. Ah, super. Super. Est-ce qu'il y a un anti-pop? Parce que moi ça pop. Non? Oui, un peu. Ah. Vous n'avez pas tous la même oreille, c'est l'enfer. Il pop pas. Il pop pas. Il pop pas. Il pop pas. Ok. La participation des femmes au comité de rue a pendant longtemps été un point aveugle. Ils étaient généralement composés d'une majorité d'hommes qui faisaient preuve de formes patriarcales d'autorité et exprimaient souvent une vision genrée des responsabilités dans la société. Cet état de fait a affecté la manière dont les différends liés au genre étaient traités. Il serait toutefois réducteur d'imputer le fonctionnement sexiste des comités aux seuls membres de ces comités. En réalité, ouvrez les guillemets, dans le passé, la marginalisation des femmes dans le règlement des différents locaux reflétait leur marginalisation sociale et économique plus généralement. Fermez les guillemets. Alors ça, je dirais que c'est un petit reproche que je ferai on en parlera peut-être demain avec Paul. C'est que par exemple là, il vient de faire une citation. On ne sait absolument pas qui c'est. Et il faut aller à la fin du livre pour avoir la source. Puisque ça, c'est la technique de la fabrique, qui est très jolie, esthétiquement, qui en règle générale fonctionne bien. Mais là, comme là, on est à la 316 citations. Donc il y a un gros travail de documentation de la part de Paul, mais ce qui fait que parfois on ne sait pas quoi, on ne sait pas. Oui, un peu, il pop pas, non, pas de pop quand tu lis, rien de gênant, mais peut-être un cas, ça s'entend plus à peine, il sature un peu, ouais, oui, il sature un peu, je suis d'accord, ça sature un peu, emmerdant ça, c'est un peu emmerdant.
Je recommence. Je continue. Je veux dire. Donc j'attends la fin du sondage. Non, le sondage est terminé. Non, pas encore. Si. Merde, j'ai même pas vu le résultat. Donc, si j'ai bien compris, c'était plutôt alternance des deux. Hein. Ok. La participation. Alors, jusque dans les années 80, le régime de l'apartheid avait des effets particulièrement défavorables pour les femmes. Leur droit de résidence et de location dans l'espace urbain était conditionné à l'accord d'un homme de la famille. Des femmes divorcées ou des veuves étaient régulièrement expulsées de leur logement. Contraintes à l'illégalité, de nombreuses femmes survivaient d'emplois informels dans des logements de fortune. Cette existence précaire rendait plus difficile leur participation dans des organisations pérennes. Cela ne signifie pas qu'elles étaient absentes des mobilisations, au contraire, elles étaient notamment impliquées dans des luttes autour du logement, mais leurs conditions de participation étaient très dégradées. Le relâchement des critères restrictifs concernant le logement a en revanche ouvert la voie à l'implication de toute une génération de femmes. Cette évolution a laissé des traces dans les comités de rue. Depuis, à Guguletu, la gestion courante... Alors tout à l'heure, quelqu'un a demandé combien de personnes, et je crois que Paul parle de 100 000 habitants. Dans une ville de 100 000 habitants. Hein. Donc là, c'est de ça dont on parle. 100 000 habitants, ça commence à faire. Hein. 100 000 habitants, c'est Poitiers, quoi. Ça commence à faire. Et dites donc, il n'y a que Davidou qui a pris un abonnement. Les autres, vous êtes déjà tous abonnés. Ah, c'est formidable. Comment ça se fait, ça? C'est incroyable. Le dimanche soir, c'est abonné seulement. Abonne-ly. Bon, je continue. Ah, tu as remis le tien au tout début. Ah. Je continue. Je reprends. Alors, j'en étais où? Ici. Cette évolution a laissé des traces dans les comités de rue. Depuis, à Guguletu, la gestion courante des comités de rue est souvent assumée à parité et dans certains comités, les femmes sont majoritaires. Ces femmes inscrivent leur démarche dans la lutte contre les discriminations sexistes au sein des comités. Comme le souligne une participante, nous essayons de mettre en place un équilibre des genres parce que parfois, il y a des cas compliqués qui nécessitent la compréhension des femmes. Mais elles se conçoivent plus généralement comme les chevilles ouvrières des comités face à des hommes moins efficaces et moins engagés. L'inscription organique de la sûreté et de la justice dans la vie d'une collectivité locale permet de clairement distinguer les pratiques d'autodéfense populaires des expéditions punitives effectuées par des groupes armés privés. En effet, alors voilà, là on va peut-être arriver au chiffre dont je vous parlais tout à l'heure. En effet, la population sud-africaine n'échappe pas à la réalité d'une société extrêmement inégalitaire. Le rapport entre le revenu moyen des 1% les plus riches et celui des 50% les moins riches atteint le chiffre incroyable de 103. Ainsi, des groupes organisant des descentes très violentes contre des personnes perçues comme criminelles existent. À côté de telles actions militantes, des entreprises de répression privées ont également pu voir le jour. Dans les années 90-2000, un groupe appelé Mapogo à Matamaga a attiré l'attention du public, et pas seulement pour son christianisme très conservateur. L'adhésion de ce groupe créé par des hommes d'affaires noirs et payantes et permet à ses membres de commander des interventions. Cette milice patronale s'est spécialisée dans les affaires de vol et d'agression, et ses méthodes sont redoutables. Si de telles pratiques punitives ont pu émerger sous couvert de la régulation populaire de la sûreté et de la justice, elles se situent aux antipodes de la résolution de conflits par et pour la population locale. Elles ne visent ni protection, ni réparation, ni réconciliation. Déconnectées de la communauté, elles ne contribuent pas à sa reproduction et ne sont pas en mesure de mobiliser ses ressources. Aujourd'hui, Mapogo à Matamaga
est d'ailleurs une entreprise ordinaire de la sécurité privée, bien loin des comités de rue. Sur le plan analytique, la distinction qui existe en Afrique du Sud entre la sécurité privée au service des ménages les plus aisés, ce marché de la police, et les comités de rue démontre que l'idée, parfois émise dans le débat en France, selon laquelle organiser l'ordre sans la police reviendrait à privatiser la sûreté et donc à emprunter une voie néolibérale, est un épouvantail. Tout le monde est parti manger ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Jules qui a démarré un stream ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les gens ils sont où? Ils sont où là? C'est le 20h. J'aurais pas dû streamer à 20h. Alors, l'existence des... Alors, bon, ça, je le note parce que je pense que ça risque d'être un débat intéressant demain matin avec l'auteur de ce livre que je vous lis depuis hier, Paul Rocher, qui est avec tout demain matin à 9h. L'existence des comités de rue fournit l'illustration que la police et les tribunaux de l'État ne sont pas indispensables. Au contraire, la gestion de l'ordre peut être prise en main par la population locale qui remplit cette fonction à son tour. Il ne s'agit ni d'un retour à des milices féodales, ni d'un coup d'accélérateur néolibéral vers une privatisation de la police. Pardon, Ozer. Moi, je trouve que lire des bouquins, c'est quand même plus riche que les revues de presse. C'est même plus riche. Pas à chier. Hey, au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Arrête tes conneries. Ces pratiques relèvent d'une approche publique de l'ordre qui ne repose plus sur les professionnels de la répression séparés de la vie sociale locale et se prolonge par une vision de la justice qui n'est pas punitive mais transformative ou du moins réparatrice. La portée considérable de cette forme d'organisation est comprise dans son existence même. Néanmoins, il faut aussi reconnaître que seule une partie de l'Afrique du Sud est concernée par ce système et que, contrairement à la période de la lutte contre l'apartheid, ces comités supplient dans certains cas l'action de la police. L'objectif de l'État sud-africain post-apartheid était effectivement d'intégrer, du moins partiellement, les comités de rue dans son fonctionnement et d'en faire le prolongement de la répression. En 1992, l'ANC, le parti historique de la libération nationale, désormais au pouvoir, a clairement exprimé sa vision de la complémentarité entre l'État et les... Attendez, moi je baisse un peu le micro parce que moi ça pop. Moi j'ai pas le filtre avant que vous receviez le message. Bien sûr. Orange. Tout est orange ici. Orange. Quelle bête. Bonsoir Merlink. Cette vision s'est matérialisée dans le Community Policing Forum, dont le rôle consiste à améliorer, en partenariat avec la communauté, la capacité de la police à combattre et prévenir le crime, le désordre et la peur. Au lieu d'accorder aux communautés
locale une compétence autonome, le parti au pouvoir a tenté de détourner les ressources de la communauté locale en faveur de l'État. En 2008, le futur président du pays, Jacob Zuma, en fait, je suis con, moi, j'ai pas besoin de m'écouter. Fais chier, là. Hein, c'est mieux comme ça. A condensé cette conception en une phrase: attrapez simplement les criminels et remettez-les à la police. Cette logique n'est pas sans rappeler à certains égards les différents projets de police de proximité régulièrement discutés en France. Limite endogène et systémique. C'est surtout la couleur, le orange, c'est surtout la couleur. Strega, on te répondre de la sagesse. Je suis pas bouddhiste, moi. Dieu est mort. Mais c'est la couleur des bouddhistes. C'est la sagesse. Bien sûr. Bien sûr. Voyons. On me raconte que ce David Dufresne, il est en train de faire un carton sur Twitch. Son stream s'appelle Au Poste. Il convient enfin de spécifier que le système des comités de rue n'a pas seulement subi une tentative de dénaturation par une appropriation étatique. Il souffre également d'insuffisances endogènes. Parmi ses problèmes propres, on peut en particulier évoquer les contours parfois flous et variables des communautés qui ont favorisé dans des situations... Alors attends, parce que là... Dans des situations... qui ont favorisé, pardonnez-moi, des situations dans lesquelles des groupes violents, sans ambition de justice aucune, ont pu s'engouffrer. La violence n'est pas non plus absente de l'organisation populaire de l'ordre. Même des comités bien ancrés dans leur communauté locale ne sont pas affranchis de cette tension. La référence à la violence doit être ici entendue de deux manières. D'une part, dans le cadre de leur fonction, les comités peuvent recourir à la dissuasion et à la force. D'autre part, et c'est un élément crucial, la communauté locale et ses organisations ne peuvent s'extraire par magie de la violence structurelle d'une société inégalitaire et des comportements déviants qu'elle produit. Tout au plus, les îlots faisant preuve d'une conception de la sûreté et de la justice distincte de l'État peuvent occasionnellement interrompre le cycle vicieux des inégalités et de la répression. Mais du fait de leur dépendance à des rapports sociaux dépassant leur périmètre d'action, les comités peuvent se retrouver rapidement débordés. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, il sort un peu les rames, je trouve. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il est en train de nous dire, bon, c'est quand même pas la solution à tous les problèmes. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. On verra demain. On verra demain. Dans une telle situation, le sentiment le plus répandu est que ni la police ni le comité de rue ne sont en mesure d'apporter une véritable sérénité dans la vie quotidienne. Même si une méfiance particulière envers la police persiste. 20 ans de réformes, notamment pour la diversifier, entre guillemets, menées sous l'égide de l'ANC, ont échoué à la dissiper. Chers amis, je vois que nous avons perdu 50% d'entre nous, tombés sous les balles du 20h. Je ne sais pas s'il est bien raisonnable de continuer. Est-il raisonnable de continuer? Qu'est-ce que vous en dites? On est encore 117. On écoute. On peut continuer demain à 9h. Mais non, demain à 9h, on sera avec l'auteur.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Donc, je vais prendre une toute petite note. Ouais, comité de rue, c'est bon. Ok. L'ordre populaire en Irlande du Nord. Donc, je continue. Alors. Non, puis c'est gentil. Non, bien sûr. Non, je pense qu'on va arrêter à 8h30. Si ça vous va. Et après, moi, il faut que je finisse le livre avant demain matin. Donc, il me reste un petit peu de pages. Car je tiens toujours à finir les bouquins des invités. Alors. L'ordre populaire en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, les pratiques populaires de sûreté et de justice ont également été le fruit du mouvement de lutte contre l'oppression coloniale. Depuis la participation en deux de l'île en 1920, la majeure partie du territoire mène une existence indépendante. Seuls les 6 comtés du Nord restent annexés à l'Empire britannique. La réunification de l'Irlande et sa transformation en république sociale demeurent l'objectif du mouvement de libération nationale. L'Irlande du Nord devient alors le théâtre d'un conflit permanent entre républicains indépendantistes et unionistes pro-britanniques. En soutenant un État en manque de légitimité, la puissance coloniale britannique y a créé un climat durable de répression. Dans cet environnement tendu, une attaque contre des quartiers catholiques commise en 1969 par des militants unionistes a été la goutte qui a fait déborder le vase. Estimant avoir subi pendant trop longtemps les violences coloniales, les habitants républicains de Derry, la deuxième ville d'Irlande du Nord, et de Belfast-Ouest fondent des comités de défense des citoyens. Ces groupes organisent l'autodéfense des quartiers et se confrontent à la police royale de l'Ulster, la police coloniale, lors des combats de rue. La force des comités de défense des citoyens et leur appui populaire étaient tels que la police a rapidement cessé d'intervenir dans un certain nombre de quartiers de Derry et Belfast-Ouest. L'État et ses représentants armés y étaient particulièrement haïs en raison de la mise en détention sans jugement de milliers de personnes et d'une justice communément appelée la bande transporteuse. Fermez les guillemets. Les forces de l'ordre avaient en effet pris l'habitude de soumettre des personnes arrêtées à un interrogatoire ressemblant à s'y méprendre de la torture. Les confessions ainsi obtenues étaient ensuite présentées à un juge qui condamnait quasi systématiquement. La machine était bien huilée. En parallèle, la contestation dans la rue était férocement réprimée à coups de balles en plastique, les ancêtres des balles de LBD 40 françaises, pour faire plaisir à je ne sais plus qui dans le chat. Présentés comme non létaux, ces projectiles ont causé de nombreux morts et une centaine de blessés graves et mutilés, comme le résume le sociologue Frank Burton. L'expérience collective de la répression directe, ainsi que l'expérience des conséquences sociales de la suspension de la procédure juridique régulière, ont gravement porté atteinte à la légitimité de la loi dans les quartiers catholiques. Contradiction du populaire et du militaire. Une fois la police royale chassée, anglaise, il a fallu s'occuper des effets engendrés par la pauvreté et le chômage dans les zones urbaines concernées, ainsi que dans les différents interindividuels. La détresse sociale constitue un terreau fertile pour le développement d'activités considérées comme criminelles. Pour faire face à cette situation, la population locale a pris l'initiative d'élire des conseils communautaires en charge du bien-être social
et de la justice. Il est notable que ces deux aspects ont été conçus comme inséparables, et il est tout aussi notable que l'aspiration à revoir la gestion de l'ordre public a vite déteint sur la justice, poussant à une réflexion autour de sa réorganisation. La justice a été réorganisée en fonction de la gravité des faits reprochés. Les nouveaux tribunaux du peuple s'occupaient des affaires mineures et prononçaient souvent des peines de travaux d'intérêt général, tandis que l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, reformée en 1969 dans un contexte d'intensification de l'arbitraire colonial et de la lutte pour la libération nationale, prenait en charge les actes plus dramatiques. En ce qui concerne les tribunaux du peuple, l'ensemble des juges étaient élus à l'échelon local. Le tribunal n'était toutefois pas la solution de premier recours. Une infraction constatée entraînait d'abord un avertissement et c'était seulement en cas de récidive que le tribunal devait se prononcer. L'approche des tribunaux du peuple consistait avant tout à agir par la restitution et des services d'intérêt général. On y perçoit la volonté de s'affranchir d'une justice punitive pour lui substituer la réparation et la réconciliation. J'emmerde les gendarmes là-haut, là-haut. J'emmerde les gendarmes et la marée chaussée, et la marée chaussée. C'est pour moi que vous dites ça? Il me semble pour que tu serais. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gueules de vache dans les environs. L'approche des tribunaux du peuple consistait avant tout à agir par la restitution et des services d'intérêt général. On y perçoit la volonté de s'affranchir d'une justice punitive pour lui substituer la réparation et la réconciliation. En raison de fragilité organisationnelle, les tribunaux du peuple ont parfois disparu au bout de quelques années et l'IRA s'est vu confier la gestion des conflits. Des évolutions politiques ont également favorisé un accroissement de la place occupée par cette organisation. Dans le cadre de la trêve de 1975, le gouvernement britannique a implicitement accordé à l'IRA un rôle plus actif dans la gestion de l'ordre en Irlande du Nord. Et c'est l'acclamation populaire qui a transformé cette acceptation implicite en un rôle plus explicite. La population faisait régulièrement appel à elle en cas de cambriolage, d'agression ou encore de vol de voiture. L'IRA, qui comptait pleinement profiter de cette aubaine, exhorta la population à rejeter la présence de la police et donc à en disputer de plus en plus ouvertement à l'État britannique son autorité en Irlande du Nord. Une situation de double pouvoir semblait se concrétiser. La contestation de l'autorité britannique était d'autant plus profonde que le prestige de l'IRA avait considérablement augmenté au cours des années 70. La place grandissante de l'IRA dans les tribunaux n'a toutefois pas manqué de produire des contradictions et des interrogations propres. L'une des principales était la suivante. En matière d'impartialité, est-il préférable d'être jugé par ses voisins? Ceux-ci sont peut-être animés par un véritable sentiment de justice et jouissent d'une certaine connaissance des personnes impliquées et des circonstances. Mais ils peuvent, les voisins, les bons voisins, les voisins vigilants, c'est moi qui rajoute, mais ils peuvent également avoir noué des liens avec les protagonistes susceptibles d'altérer leur capacité de jugement. Les membres de l'IRA apparaissaient alors comme plus impartiaux. Ce furent donc ces volontaires qui endossèrent de plus en plus la fonction de juge. Mais leur présence dans les tribunaux publics les exposait aussi à la dénonciation aux autorités britanniques. Le problème concernait aussi des personnes sans affiliation avec l'IRA qui subirent régulièrement le harcèlement de la puissance coloniale au point de refuser de siéger dans les tribunaux. La réorganisation de l'IRA en 1977 visait précisément à réduire cette exposition, mais, par extension, elle contribuait aussi à l'échec des tribunaux. Après cet échec, l'IRA assurera directement et souvent simultanément la sûreté et la justice.
Un service toujours réclamé par la population, dont la méfiance vis-à-vis des institutions policières et judiciaires sous contrôle britannique n'avait pas décru et qui refusait globalement de signaler à la police des actes considérés comme criminels. Néanmoins, il faut préciser qu'au sein de l'organisation, la prise en main de la gestion de l'ordre public n'a jamais fait l'unanimité. Les modalités de la gestion des conflits faisaient notamment débat. La contradiction fondamentale était la suivante. L'impératif de la libération nationale requiert un certain niveau d'ordre, mais l'intervention par la force contre des membres de la population à libérer risque en même temps de porter un coup à la légitimité du combat et de libération. Je vois qu'il y a pas mal de réactions dans le chat. Je pense que ce sera bien demain, si vous êtes là, pour en discuter avec Paul Rocher. Ça risque d'être chouette. Ça risque d'être très très chouette même. Allez, je continue. Combien il reste de pages? Non, les amis, il y en a trop là. J'en peux plus. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence. La position critique interne au camp républicain articulait sa vision plus ou moins dans les termes suivants. La petite délinquance et le vandalisme existent, mais attiser l'hystérie autour de ces événements ne contribue pas à la solution. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des idées négatives sur la punition ou même la correction, réhabilitation, mais une vision du changement. Pour produire un nouvel ordre social dans lequel tous peuvent vivre en dignité et donc en respect mutuel. Cette critique pose la question fondamentale de la portée réelle des pratiques populaires de l'ordre sans transformation de l'ordre social général. Seul le processus qui rend la police obsolète connaît des limites. Nous y reviendrons. Ajoutons simplement qu'en acceptant tacitement que l'IRA assume un rôle grandissant dans la gestion de la sûreté et de la justice en Irlande du Nord, les autorités britanniques misaient sur son épuisement. Elles n'avaient nullement l'intention de se retirer du nord de l'île. Leur stratégie consistait plutôt à reculer d'un pas pour mieux sauter. Une fois l'IRA suffisamment épuisée, par les sollicitations diverses et multiples et potentiellement décrédibilisées, le moment viendrait de lui porter un coup fatal. Chers amis, moi j'ai besoin de me sustenter là. Je suis au bout. Je suis au bout de mes forces. Je vous propose qu'on se retrouve demain. Là, on va discuter vite fait. On se retrouve demain. Moi, je vais finir le bouquin. On va se retrouver avec Paul Rocher demain. À 9h, il sera là au poste. Alors, je vais essayer de lancer le stream un petit peu plus tôt. Soyez là demain matin. Soyez là, les amis. Ça serait super. Comme ça, on verra déjà si, comment dirais-je, si l'idée de lire les bouquins ou des extraits des bouquins des invités avant leur venue, c'est une bonne idée, etc. Comment vous allez gérer ça, etc. Merci beaucoup, Cataraxie. Merci à vous tous. La santé avant tout. Merci beaucoup. Et un infini merci à Davilou qui s'est réabonné tout à l'heure et qui fait partie des
piliers de la brigade d'Opost. Merci Narigorm, c'était un plaisir de vous lire cet ouvrage de Paul Rocher qui sera donc là demain. Alors, demain, on a à 9h Paul Rocher. Ensuite, il y aura des streams sauvages dans la semaine. Et vendredi soir, nous serons à la librairie Le Mont en l'air à Paris pour la présentation, la sortie d'un ouvrage chez Lux Éditeur intitulé Q comme complot et qui est un ouvrage du collectif italien Wu qui a travaillé d'arrache-pied sur le phénomène QAnon, et qui décortique ses tenants, ses aboutissants. Non, je vous dis, je suis crevé. Ses tenants et ses aboutissants, et notamment qui en arrive assez vite à cette conclusion que les conspirationnistes, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, sont les alliés du système, les défenseurs du système. Ce ne sont pas seulement les idiots utiles, ce sont aussi les alliés du système. Ça, ce sera vendredi dans un stream nomade qu'on va essayer de développer de plus en plus, sortir de ce studio pour aller à la rencontre de tel ou tel. Donc ça, ce sera vendredi. Merci Pierre. Merci beaucoup. Alors, Strega, à quelle heure dois-je mettre mon réveil pour commencer ma journée en votre compagnie? L'émission sera... je pense que je vais lancer le stream à 8h30. Donc, ça veut dire qu'il y a la prise d'antenne, c'est vraiment à 9h moins le quart, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est intéressant de tester un petit peu les horaires. Peut-être qu'il aurait fallu démarrer un peu plus tôt et finir un peu plus tôt. Parce qu'à 20h, tout le monde s'est barré. Enfin, pas tout le monde. Vous les fidèles, vous les vaillants, vous êtes là. Mais les autres, ils se sont barrés, quoi. Ils se sont barrés, hein. C'est fou. Quelle indignité. C'est dingue, quand même. C'est dingue. Non, je rigole. Alors que ce matin, il y avait du monde, hein. C'était chouette. C'était chouette. Merci beaucoup, Ramona. Merci à toi. Merci encore 1000 fois. Il me semble que c'est toi dont on entend la voix sur celui-là. Là. Attends, tu vas me dire, est-ce que c'est bien ta voix, ça? Est-ce que je l'ai? Voilà. Ah non, je me suis... Non, pas ça. Ça, c'est KRS-One, bien sûr. Non, celui-ci. Non, pas celui-là, mais celui-là. Il part pas? On n'est pas chez les cons, c'est toi, normalement. Ouais, c'est ça. Super. Ok, les amis, page crédit pour terminer le stream. Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste, des streams sérieusement libres. 1000 merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost. Stream du dimanche, stream embouteillage. Ah, je suis désolé, il y avait d'autres... Ah non, ça prend les abonnés de ce matin. Merci à Axel pour les tasses, Bruno pour le néon, Geoffrey pour les logos, Sophie, les débuts, Théo, les sons, JC, Morphonskank et Scorch pour les musiques, Place pour le partenariat. Ah, il y a un bénéficiaire mystère d'un abonnement cadeau. Alors ça, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça dans les crédits. C'est rigolo ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je t'en prie, Strega. Je t'en prie. C'est un plaisir. Chers amis, je vous dis à demain matin. Soyez là. N'hésitez pas
à répandre la rumeur. Au poste et de retour. Au poste et de retour. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Et c'est comme ça. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Bonne soirée. Je vous remercie. Ce stream libre à prix libre reverse une partie de vos dons aux développeurs indépendants qui permettent que ce foutoir existe. OBS pour la diffusion, Ninja pour les vidéos. Et je vous rappelle que grâce à vos dons, grâce à vos abonnements, eh bien, la modération ici est rétribuée, salariée même pour certaines. Voilà, merci infiniment à vous tous pour votre aide. Demain, Paul Rocher, 9h. Merci, beau geste. Oh, James, oh, ça fait longtemps, 12e mois. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai point vu dans le chat. Merci au Supermodo. Merci à vous tous. Les sons de point de chaîne, est-ce qu'ils sont à un bon niveau, puisqu'on est pour des réglages? Est-ce qu'ils sont à un bon niveau par rapport au reste du mix? Et Louis Plenel, André Plenel, qui était au poste. Voilà, on va le reconvoquer celui-là, tiens. Merci Esprime. Très bonne semaine à toi Pierre, très bonne semaine à vous tous. Je vous dis à demain matin, 9h.